Bonjour à tous et bienvenue à cette date d'interférence, donc date d'avril. Merci d'être là, nombreux aujourd'hui en amphithéâtre Einstein, donc dans notre campus Nanterre-Césy. Et à ceux qui nous suivent en distanciel aujourd'hui, merci à vous de suivre donc Interférence, ce cycle de tables rondes thématiques que nous avons monté depuis novembre. Vous pouvez le voir derrière moi. De novembre à juin, nous vous proposons 8 thématiques correspondant donc à des thématiques de nos formations ici avec Césy École d'ingénieurs sur le campus de Nanterre, que ce soit le domaine BTP, le domaine système d'information et système électrique et embarqué, le domaine RH. Mais aujourd'hui, donc, nous aborderons un sujet formation industrielle, mais qui est évidemment une thématique ouverte à tous. L'idée de ce cycle de table ronde, c'est vraiment de mélanger les publics, de pouvoir s'adresser à tous sur des sujets d'expertise, mais évidemment vulgarisés. Nous parlons également à nos apprenants, mais également leurs tuteurs, des professionnels, nos réseaux, et puis nos salariés, évidemment. L'idée étant est toujours de développer la culture générale de chacun, de développer les expertises de chacun pour que voilà, chacun puise après le meilleur de ce qu'il a vu et aille diffuser la bonne parole et augmenter ses compétences à l'extérieur. Donc, comment ça va se passer, Interférence? Donc, ça va commencer à 18h, enfin 18h05, donc, par une introduction thématique. Et je vais passer la petite diapo. Donc, ça ne marche pas. Les aléas. Voilà, donc la mobilité durable aujourd'hui, réinventer les transports. Nous allons avoir une première partie, comme je le disais, avec Monsieur Itani qui va vous parler de la thématique en introduction, qui va durer à peu près 20 minutes. Et ensuite, nous allons avoir le plaisir d'accueillir 4 intervenants ce jour. Et la table ronde sera animée par Monsieur Guillemot, que je vais voir leur petite tête. Voilà, vous pourrez les identifier facilement comme ça. Pour tout ce qui est questions-réponses, donc vous allez avoir une séquence de questions qui vous sera dédiée, que ce soit en salle ou via les réseaux. Ça sera de 19h15 à 19h30. Petite précision pour les personnes qui voudraient poser des questions dans la salle, tout passe par les micros. Donc vraiment, il faut lever la main et je vous apporterai un micro afin de pouvoir exprimer vos interrogations à nos intervenants du jour. En ce qui concerne Twitch ou autres liens de diffusion via les réseaux, n'hésitez pas à envoyer vos questions et nous ferons part à nos interlocuteurs de vos interrogations. Pour cela, je vais laisser la parole dans un premier temps à Monsieur Itani. Merci à lui, on peut l'applaudir pour venir présenter la thématique. Merci, oui. Merci bien. Bon, je veux commencer par une équation. Je m'installe là, c'est OK. Bon, je vais commencer par une équation qui est simple et qui va définir tout l'enjeu de la mobilité. C'est que le déplacement, c'est le travail d'une force. Donc, lorsqu'on dit force, c'est qu'on dit masse et on dit accélération. Et parfois, on dit force de freinage. Une force de freinage, c'est une force qui résiste au mouvement. Donc, il y a masse et il y a une résistance. Donc, pour cela, lorsqu'on parle travail, donc c'est l'énergie, donc c'est le joule. Donc, un joule, c'est l'unité de dimensionnement de l'énergie. Mais parfois, on préfère parler du kilowattheure ou du wattheure, parce que au lieu de dire 1 litre de pétrole, il contient 35,8 mégajoules, on dit il contient 10 kilowattheures. D'accord. Et 1 joule, en fait, c'est lorsqu'on soulève 100 grammes d'un mètre. Donc, l'objectif, pour faire un déplacement, il faut de l'énergie. Et parfois, pour minimiser l'énergie, donc il faut minimiser soit la masse, donc la matière, soit on minimise, si on veut, la résistance au roulement. Donc,
soit par des rails, soit par une suspension magnétique, soit par une suppression de l'air, comme dans l'hyperloop. Donc, grosso modo, pour se déplacer, il faut de l'énergie. Dans l'Antiquité, cette énergie était une énergie qui était purement renouvelable. Mais bon, puisque maintenant, bon, nous sommes dans un ère industriel, tout ça, donc on a commencé à chercher d'autres types d'énergie. Bon, le biofuel traditionnel, bon, c'était le bois à l'époque. Maintenant, bon, il y a le charbon, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel, il y a l'hydroélectricité, il y a le nucléaire et tout ce qui est renouvelable, éolienne, solaire, biomasse, biothermie, géothermie et ainsi de suite. En mobilité, c'est que soit l'énergie elle est embarquée, donc par du carburant, de carburant fossile, de biocarburant, de l'agrocarburant, soit par une batterie, donc c'est un système de stockage électrochimique, soit par de l'hydrogène, et si on veut, par un volant d'inertie ou autre type de stockage, ou bien c'est une énergie qui est fournie par une infrastructure extérieure, un caténaire et ainsi de suite. Concernant l'historique de la mobilité, en fait, ça a commencé vers les fins des années vers les années 1800, vers les mi-années 1800, où on avait trois propulsions qui étaient en compétition. Il y avait les véhicules à vapeur, il y avait les véhicules à combustion et il y avait les véhicules électriques déjà. Donc, ce qui a gagné, donc, bien sûr, c'est le véhicule à combustion interne, parce qu'on a inventé le démarreur. Avant, le véhicule était électrique, mais avec des batteries qui étaient non rechargeables. Et ça courait pas trop, c'était très court, l'autonomie c'était très lourd. Bon, la combustion interne avec la production de masse et le Fordisme a fait que le véhicule électrique disparaît et le véhicule à vapeur il a disparu vers très tôt. Il n'a pas, bon, vu la compétition, il n'a pas pu, sachant qu'en 1920, 40% des véhicules vendus étaient des véhicules à vapeur, une trentaine de véhicules électriques et une bonne vingtaine de véhicules à combustion. Porsche, en fait, dès les années 1900, il a donc construit un véhicule hybride à traction avant par des moteurs roues. Donc déjà, l'idée existait. Mais bon, vu que la rentabilité économique n'était pas très forte, donc il a travaillé sur les moteurs à combustion interne. Et là, il y a la Jamais Contente qui est le premier véhicule électrique qui a dépassé les 100 km à l'heure. Donc voilà, c'est un franco-belge qui l'a construite et elle est toujours présente, ce véhicule-là. Voilà. Bon. Donc, parfois, on parle du réchauffement climatique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, ça, c'est la question. Et pourquoi il y a un réchauffement climatique? Bon, le réchauffement climatique, il existe parce qu'il y a des gaz qui se disent des gaz à effet de serre. Donc, ce sont des gaz qui sont émis lors d'une combustion. Et puisqu'on a dans la Terre donc, des centrales électriques qui sont en charbon, donc 2000 gigawatts de production électrique qui proviennent du charbon,
Et on a toujours des avions qui volent sur kérosène et des véhicules qui roulent sur du diesel et sur de l'essence. Donc on a un vrai problème donc, de réchauffement climatique qui en moyenne en 2024 il a atteint donc 1,47 degrés. Sachant que l'accord de Paris précise que la température ne devrait pas dépasser les 2 degrés. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas, puisque c'est une inertie thermique donc, qui s'est enclenchée et on ne sait pas comment ou quand elle va s'arrêter. Donc, puisqu'on est d'un point de vue environnement, ça peut prendre des centaines d'années, ça peut être des milliers d'années. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Bon, ce réchauffement climatique, donc, il a des conséquences désastreuses sur la biodiversité, sur l'écosystème, sur la fonte des glaces, sur l'acidification des océans, donc, ce qui fait un vrai problème pour les crustacés. Sur la montée de niveau de la mer, sur les inondations, sur tout ce qui est bon, voilà. Donc c'est pas bon. En général, le taux d'émission de CO2 dans le monde, c'est 50 milliards de tonnes de CO2 équivalents qui sont émis. Donc les mauvais de la classe, bon, c'est la Chine et les États-Unis. Bon, la France, elle est je pense qu'elle est voilà, c'est tout en bas, quoi. Donc c'est le meilleur élève de la classe. Ok. Bon. Et on remarque que le transport, c'est le deuxième émetteur du CO2. Ça, c'est dans le monde. Le premier, c'est l'électricité et le chauffage. Et le deuxième, c'est le transport. Bon. Concernant la production d'électricité en France, donc j'ai fait un relevé de taux d'émission du CO2 par kilowattheure. J'ai pris le relevé un samedi soir, c'était 12 grammes par kilowattheure. J'ai dit non, c'est très peu. Il faut que je le prends lors où la production, où les gens sont... Donc j'ai pris hier vers 16 heures. Donc c'est 19 grammes, ce qui est excellent. On remarque que le meilleur élève de la classe, c'est la Norvège parce que tout est hydraulique là-bas. Après, c'est la France. Et après, le plus mauvais, c'est le Pays-Bas. Parce que le charbon, il contient... bon. Donc, l'électricité, on peut dire qu'elle est décarbonée en France. On peut toujours faire mieux, mais maintenant, on est en moyenne de 21,3 grammes en moyenne de CO2 par kilowattheure produit d'électricité. Bon, en France, le transport, il constitue le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc, il n'est pas le deuxième, mais c'est le premier, puisque l'électricité, elle est déjà carbonée. Donc, pour cela, si on selon les derniers chiffres clés qui ont été affichés en mars 2025 par le ministère d'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, on remarque qu'il y a une nette évolution ou une évolution plus ou moins forte de tout ce qui est transport ferré et de tout ce qui est bus, tout ce qui est car et tout ce qui est tramway. Par contre, les véhicules électriques, enfin les véhicules, si on veut dire, particuliers restent les premiers.
parmi les transports. Et on remarque, concernant le transport des marchandises, on remarque une baisse de tout ce qui est transport en termes de milliards kilomètres-tonnes. Et on remarque aussi une baisse de taux d'émission de CO2 concernant le transport. Ceci est certainement dû à l'introduction des véhicules électriques dans l'écosystème du transport. Bon, la question qui se pose, est-ce que l'électromobilité, c'est de la mobilité durable? Bon, j'ai pris un cas qui est vraiment particulier. C'est un véhicule électrique. C'est un véhicule qui pèse 4 tonnes. Okay, donc, il pèse 4 tonnes, une batterie de 205 kWh. La batterie seule, elle pèse 1,3 tonnes. Donc déjà, c'est beaucoup, c'est de la matière, c'est beaucoup de la matière. Et de la matière, bon, ce sont des métaux rares, la plupart, lorsqu'on parle de la batterie. C'est plus lourd qu'un bus, qu'un Toyota Hiace avec tous les passagers dedans. La batterie seule, elle est plus lourde que 2 Citroën 2 chevaux avec 2 passagers dans chaque petit véhicule. La batterie, en termes de masse, parce qu'on a dit que l'énergie, c'est une force par une distance, et la force, c'est la masse par l'accélération. Donc, plus qu'on a de masse et plus qu'on a de l'énergie. Donc, c'est à peu près la même d'une Mazda Hatch GSX. Par contre, si on prend un tramway, la puissance de motorisation d'un tramway qui peut comporter 304 places est de 720 kW. Alors que pour ce véhicule, c'est 750 kW. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, la plupart de la motorisation électrique, c'est une motorisation qui est maintenant synchrone. Donc il y a des aimants permanents qui sont des terres qui sont très rares, très chères. Et quand je dis très rares, c'est que pour les extraire, pour les purifier, ça prend, par exemple, si je prends par exemple pour le vanadium, il faut extraire 8 tonnes de rocher pour extraire 1 kilo. Et le vanadium, on l'utilise par exemple dans les aciers, pour les rails, pour les roues, et ainsi de suite. Par exemple, pour le gallium, je pense qu'il nous faut 50 tonnes pour extraire donc 1 kilo de gallium. Et le gallium, on l'utilise dans les semi-conducteurs, donc dans les convertisseurs de puissance, donc dans tout ce qui est chaîne de puissance ou de conversion de puissance dans un. Voilà, donc, et si je parle par exemple du lithium, qui est dans une batterie lithium, il nous faut à peu près entre 500 000 et 2 millions de litres d'eau pour purifier donc 1 tonne de lithium. Donc déjà, si on prend par exemple le triangle de lithium qui est l'Argentine, la Chili et la Bolivie, qui contiennent 60% de réserves de lithium, déjà, si on prend par exemple la Salar del Hombre, qui est une mine de lithium en Argentine, chaque jour, il déverse 7300 mètres cubes d'eau. Ça, en parlant aussi des matériaux, des polluants chimiques qui sont déversés dans la nature pour assurer cette purification, parce qu'il faut en fait purifier. Voilà, donc on est limité en matière. Notre Terre, c'est 13 000 km de diamètre, donc les réserves sont vraiment très limitées.
Donc pour cela, donc, qu'est-ce que la durabilité dans la mobilité? Voilà. Donc la durabilité donc, implique la gestion responsable des ressources pour assurer leur disponibilité à long terme. Cela inclut non seulement les considérations environnementales, mais aussi les aspects socio-économiques de l'utilisation des ressources. Donc, en mobilité, la durabilité est le choix du mode de transport le plus optimal. Donc, une solution unique, elle n'existe pas. Heureusement, parce que si elle existe, moi, je ne travaille pas. Donc, heureusement qu'il y a des solutions, c'est un choix optimal. Et lorsqu'on dit un choix optimal, ben, c'est toute une formulation. Donc, ça dépend des contraintes, ça dépend des objectifs, ça dépend des critères de sélection, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Et en fonction de cela, on va choisir notre mode de transport optimal, durable. J'avais parlé de l'électricité, enfin des systèmes de stockage, mais certainement, moi je crois plutôt au mixte énergétique, sachant que je suis un électrotechnicien de base, ça fait trop longtemps, mais je suis pour un mixte énergétique, donc puisqu'il y a des déchets, les déchets existent, on peut pas ne pas les faire exister, donc on peut faire de la méthanisation. Donc il faut travailler sur le biogaz, il faut travailler sur les biocarburants, donc HVO, les B100, les B30, ainsi de suite. L'hydrogène, donc, c'est un vecteur d'énergie, ce n'est pas une source, c'est un vecteur, donc c'est autre chose. Mais bon, ça peut rentrer aussi dans la décarbonation de la mobilité si on travaille sur l'hydrogène vert, c'est-à-dire c'est l'hydrogène qui est produit par électrolyse en utilisant l'électricité des énergies renouvelables. Donc, l'écomobilité peut être verte si nous adoptons donc les principes de l'économie circulaire, de l'éco-conception, d'un usage raisonné, d'une énergie renouvelable décarbonée et de l'innovation, donc innovation, recherche, formation et ainsi de suite. Donc, en termes de réinvention de transport, il existe 3 scopes. Donc, le premier scope, c'est l'opération et l'exploitation. Donc, le premier objectif, c'est le déploiement des technologies de traction alternative propre, donc électrification et traction alternative, développement de l'électrification des réseaux, développement des technologies, des nouvelles technologies d'alimentation, meilleure efficacité d'opération et d'exploitation, c'est-à-dire par exemple comportement du conducteur en utilisant des logiciels opérationnels d'éco-conduite, d'éco-conception, l'aérodynamisme pour limiter par exemple pour les trains ou pour les véhicules, des nouveaux matériaux qui sont plus légers mais plus résistants mécaniquement, l'efficacité du groupe motopropulseur, et la maximisation de l'utilisation des actifs actuels par des infrastructures intelligentes, par une planification intelligente de la construction, par la digitalisation de la maintenance et de l'opération et de l'exploitation. Donc ça, c'est le premier scope, c'est l'opération et l'exploitation. Le deuxième scope, c'est l'énergie renouvelable ou source renouvelable d'énergie et la traction. Donc c'est une utilisation intelligente du mixte énergétique, d'accord. Donc surtout provenant des sources renouvelables ou bien
production propre de l'énergie. Et ce que fait SNCF, par exemple, elle a décidé donc d'installer des panneaux photovoltaïques sur 1000 hectares. Donc c'est un projet à 2030 pour produire donc 1 gigawatt crête. Donc c'est à peu près ça va, c'est 9 à 12% de leurs besoins en énergie, sachant que SNCF, elle consomme 9 TWh d'énergie électrique par an. Et l'adaptation d'une motorisation durable à haute efficacité, bon, synchrone, asynchrone, bon, voilà. Donc, et après, donc, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, c'est toute la chaîne de valeur qui doit être mise en cause. Donc, effort combiné de tous les acteurs de l'écosystème du transport. Bon, merci beaucoup. C'est fini. Merci. Merci. On va accueillir nos invités. Si vous voulez prendre place. Alors, on avait dit que vous asseyez en fonction de votre photo. Bonsoir, bienvenue à vous dans cette école d'ingénieurs. Juste un mot d'introduction, pourquoi cette table ronde aujourd'hui? Alors effectivement, c'est tous les mois, on a ce cycle de conférences qu'on a baptisé Interférences, mais c'est aussi le lancement d'un cycle important pour le campus et pour l'école d'ingénieurs, puisqu'on veut se positionner sur la mobilité durable au sens large. Alors aujourd'hui, on a essayé de faire une présentation, une table ronde plutôt technique. La mobilité durable peut prendre plein d'aspects sociologiques, d'accessibilité et autres. Et là, on va quand même parler pas mal de décarbonation, j'ai l'impression. Je voulais juste préciser effectivement qu'on a deux projets. Alors on a un projet, il y a une équipe qui travaille par exemple sur Mon trajet vert, qui est sur l'optimisation au quotidien des transports des étudiants de l'école pour les acculturer à cette mobilité durable. Donc il y a tout un travail de recherche sur cette thématique. Et le deuxième projet sur lequel nous travaillons, Khaled est effectivement le pilote de ce projet pour nous sur le campus. C'est un projet, donc c'est un AMI-CMA. Donc les AMI-CMA, ce sont les appels à manifestation d'intérêt pour les compétences et les métiers d'avenir. C'est un projet national donc, de France 2030 sur la mobilité durable et l'attractivité des métiers de la mobilité durable et la modification des formations pour améliorer cette efficacité. Je pense qu'on conclura peut-être sur ce problème de compétences et d'attractivité des métiers, mais voilà, sachez que c'est une première pierre et le projet Transformer va durer 3 ans et donc on aura d'autres activités avec vous peut-être. Voilà, donc merci et donc on va commencer par j'arrête de parler, promis. On va commencer par vous présenter. Alors, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par Madame Chakri, du groupe La Poste, voilà, avec la belle diapo derrière. Vous n'avez pas de micro, donc il y avait un deuxième micro quelque part. Voilà. Normalement, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, La Poste, c'est un groupe français. Dans l'activité historique, c'est la distribution du courrier et du colis. Aujourd'hui, La Poste et le groupe s'est diversifié à travers 4 pôles. Et du coup, on a la banque avec la banque postale, le service colis-courrier avec la branche service colis-courrier, les services de proximité et la logistique. En me concernant, je suis Wijdal Chakri, je suis chef de projet décarbonation transport au sein de la direction transition énergétique, transport et livraison, au sein de la branche service colis-courrier.
Et du coup, on gère l'achat, l'optimisation d'un plan de transport énorme qui comptabilise plus de 3500 contrats en sous-traitance et plus de 6000 poids lourds en ce qui concerne la longue et la moyenne distance. Et voilà. Merci. Voilà. Et, donc, comment le groupe La Poste aborde cette thématique de mobilité durable, donc, notamment avec le mix énergétique? Alors la mobilité durable, c'est vraiment au cœur de nos engagements parce qu'on a une ambition d'arriver à la neutralité carbone en 2040, comme vous le voyez ici à travers le PMT. Le plan moyen terme, enfin c'est un plan long terme du coup parce que ça va jusqu'à 2050. Avec ce qu'on peut remarquer, c'est l'état de rupture en 2030. Et ça, c'est vraiment la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire arriver à 50% d'énergie bas carbone en 2030. Et du coup, je reviens sur la neutralité carbone et l'ambition du groupe d'arriver à une neutralité carbone en 2040, soit 10 ans en avance par rapport aux accords de Paris. Et du coup, la neutralité carbone en 2050 qui découle de l'accord de Paris et du coup de la COP 21, voilà, qui a été signé en 2015. Voilà. Un engagement fort du groupe, puisque effectivement, comme vous le disiez, c'est l'engagement est pour 2050, mais le groupe s'engage pour 2040. On est très ambitieux à La Poste, du coup. On va passer au second, Monsieur Domingos. Ça marche, ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Benoît Domingos. Avant de démarrer, permettez-moi simplement d'avoir une pensée pour mon collègue Charles Labrouve, que je remplace un petit peu au pied levé, qui a eu un petit souci familial et qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir. Voilà. Merci aussi pour votre invitation. Donc, je suis Benoît Domingos. Je travaille chez GRDF, donc le réseau de distribution de gaz en France. Mon rôle est de faire le lien, si vous voulez, entre le monde du biogazier et du monde automobile, puisque les différentes industries doivent fonctionner ensemble pour réussir à faire émerger donc un certain nombre de solutions. Donc GRDF, rapidement, c'est l'exploitation, la modernisation, la maintenance de 200 000 km de réseaux de gaz partout en France. On le voit dans quasiment toutes les rues de nos communes. On fait ça dans le cadre de délégations de services publics, puisque ces réseaux de gaz sont détenus par les communes et les communautés de communes. Et notre rôle, c'est de porter à travers ce contrat de mission de service public, bien évidemment, nos fonctions principales, mais aussi de développer la production de gaz vert. Donc dans les gaz verts, on va retrouver les biométhanes, les e-méthanes, des bio-CO2, de l'hydrogène vert et ce genre de choses. Et de mettre en face aussi les usages à décarboner, notamment la partie transport. De ce fait, je suis amené à travailler beaucoup aussi avec la filière, donc ce qu'on va appeler la fédération qui porte finalement le biogaz en termes de mobilité. Donc France Mobilité Biogaz, qui regroupe à peu près 120 acteurs publics, privés. Finalement, on voit quelques logos ici. On a beaucoup de très grosses entreprises, des fonctions publiques aussi, mais on a aussi des petites PME qui vont développer des stations, qui vont apporter des solutions très localisées, des bureaux d'études. Voilà. Et effectivement, l'adhésion à cette association est proportionnelle, bien évidemment, aux tailles des entreprises. Donc, on est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Si on peut passer au suivant, du coup. Voilà, donc dans notre rôle, comme vous l'aurez compris, notre but, c'est d'apporter des solutions finalement de décarbonation optimale, que ça soit finalement dans un cadre raisonnable et raisonné, puisque aujourd'hui, d'avoir de grandes idées qui sont trop onéreuses et qui ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre, c'est pas forcément ce qui va trouver finalement un terrain d'entente finalement par rapport à nos enjeux. Donc notre job, c'est de travailler sur des traitements
de déchets de gaz, par exemple, avec la méthanisation. Donc aujourd'hui, on a à peu près 740 sites de méthanisation en France. Ça a démarré en 2011, donc c'est pas si vieux que ça. En tous les cas, aujourd'hui, on a une capacité d'injection de 14 TWh à l'échelle nationale, ce qui reste finalement peu sur l'ensemble de la consommation, mais on est en train d'accélérer très fort finalement sur cette production. Il y a aussi d'autres technologies qui arrivent, la pyrogasification. Donc là, on va traiter finalement des déchets solides, donc des mousses, des bois palettes, ce genre de déchets qui aujourd'hui sont enfouis. Voilà. On a aussi la gazéification hydrothermale. Donc la gazéification hydrothermale, c'est le traitement des effluents liquides. Et ensuite, on a la méthanation, le power to gas, qui consiste finalement à récupérer de l'électricité renouvelable, de faire de l'électrolyse, de finalement produire de l'hydrogène, de mélanger à du CO2. On a donc du méthane de synthèse. Et tout ça, pourquoi ? Finalement, pour atteindre une neutralité carbone, en tous les cas, sur nos consommations de gaz, à l'horizon 2050, mais aujourd'hui, on sait que d'ici 2035, on sera en mesure de couvrir à peu près un tiers de notre consommation nationale. Dans ce cadre, je suis désolé, je suis un tout petit peu long, mais je vais vite terminer. Nos enjeux, c'est bien évidemment de défendre bec et ongle finalement une notion de mix énergétique. On est bien évidemment en action en complémentarité avec les autres énergies. Et surtout de travailler sur le principe de neutralité technologique et d'analyse des cycles de vie. Puisqu'aujourd'hui, on a de trop nombreuses décisions qui sont prises en disant on regarde une voiture, on regarde au pot d'échappement et on voit ce que ça émet, mais on ne va pas regarder finalement toute la chaîne de valeur, depuis les extractions, première, deuxième transformation, raffinage, les emmener, les intégrer, les transformer pour en faire des produits, et ensuite aller jusqu'au recyclage. Aujourd'hui, finalement, le bio-GNV est une technologie qui est très proche de nos fondamentaux technologiques et industriels en France et en Europe. C'est aussi un levier pour maintenir de l'activité en Europe. Et l'objectif, c'est qu'on ait une considération vraiment sur l'ensemble de la chaîne de vie finalement de l'énergie et aussi finalement des véhicules. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'en méthanisation, donc en méthanisation agricole actuellement, on a déjà à moins 80% d'émissions de CO2. On commence à valoriser aussi le CO2, le bio-CO2 qui sort finalement de ces méthaniseurs, ce qui nous permettrait finalement d'avoir un facteur d'émission proche de zéro. Alors aujourd'hui, la base de l'ADEME dit que c'est moins 80% d'émissions de CO2 avec du bio-GNV, mais on a le GIEC qui est pris en considération au niveau texte européen, où là on a un facteur d'émission à zéro puisqu'il y a déjà cette considération. C'est aussi le cas aux États-Unis d'ailleurs, pour la petite histoire. Désolé d'avoir été un petit peu long. Oh, on a tout le temps, on a 2 heures, 3 heures devant nous, donc ça va. Je posais la même question à monsieur Joly, oui, ça fonctionne. Donc d'Actemium Paris Transport. C'est la suite logique, c'est le lien entre le groupe La Poste et puis GRDF. Il va falloir des infrastructures. Et donc vous travaillez effectivement sur ces infrastructures. Je vous laisse vous présenter. C'est bon, ouais. Donc Emmanuel Joly, donc chef d'entreprise chez Actemium Paris Transport, donc une des nombreuses entreprises du groupe Vinci, et spécialisée dans les systèmes d'information pour les infrastructures de transport. Donc quand on parle infrastructure de transport, en tout cas nous dans nos domaines, on parle à la fois d'infrastructures routières et d'infrastructures ferroviaires. Voilà, ce sont nos 2 grands domaines d'activité. Quand on parle de système d'information, on va parler automatisme et informatique. Et on va être très orienté effectivement sur tous les systèmes qui vont aider. Et nos enjeux de demain, c'est comment optimiser l'usage de ces infrastructures et amener des solutions pour cela. Donc, à titre entre guillemets personnel au niveau de l'entreprise et du groupe, on est engagé sur la diminution de nos émissions de CO2 directes sur ces sujets-là, mais on travaille aussi, et c'est notre enjeu pour demain, de réinventer toutes les solutions qu'on pourra proposer aux gestionnaires d'infrastructures pour les aider à optimiser leurs émissions de CO2. On parle par exemple dans les infrastructures, un domaine historique, dans notre entreprise, c'est l'exploitation de tunnels routiers. Il y en a beaucoup en Ile-de-France, un tunnel routier avec des ventilateurs qui fonctionnent toute la journée, H24, c'est des gros impacts en termes de consommation d'électricité. Comment demain on peut optimiser ça ? On a donc ce type d'enjeu. Et on a aussi un autre enjeu, et on y reviendra, je pense, au cours de cette discussion, et j'ai trouvé qu'il n'apparaissait pas obligatoirement dans l'introduction, sur l'optimisation aussi, sur toute la partie
usage, usager et le facteur humain et la transformation de la façon dont les gens vont se déplacer, quelles nouvelles solutions on peut leur proposer demain, au-delà des solutions technologiques, quelles démarches de transport, bout en bout, on peut leur offrir pour justement réussir à changer leurs usages et à changer de moyens de transport par rapport à ce qu'ils ont l'habitude aujourd'hui. Et je pense que c'est un enjeu tout aussi fort que nos enjeux technologiques et il faudra adresser les deux thématiques. On essaye d'y travailler. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, de ce mix de transport. Vous parlez de gestionnaires d'infrastructures. Vous pouvez nous expliquer un peu comment, qui sont ces gestionnaires? Oui, alors nous, pour nos clients, pour en citer quelques-uns, donc on travaille quasi exclusivement sur la région Île-de-France dans mon entité. Donc on va travailler avec la direction des routes d'Île-de-France, donc qui exploite toutes les routes non concédées du réseau francilien, la plus connue étant la 86. On travaille aussi avec des autoroutiers, la SANEF, Cofiroute. On travaille avec Paris-La Défense, qui a un très gros réseau de tunnels routiers. On travaille aussi avec la DGITM sur des projets autour des innovations, véhicules connectés, véhicules autonomes. Donc là, c'est un peu nos clients phares dans le domaine routier. Et dans le domaine ferroviaire, ils sont 3, SNCF, RATP et Société du Grand Paris, avec toutes les nouvelles constructions de lignes de métro et tout ce que ça amène aussi en termes de systèmes d'information nécessaires pour les exploiter demain. Merci. On va passer à la 4e présentation. Monsieur Combe. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi j'ai la chance et l'honneur de représenter le groupe Keolis, qui est partenaire de votre école. Et donc moi je m'occupe de marketing, d'innovation et de RSE. Et donc comme vous le comprenez, je suis le non-technicien de cette table ronde. Même oui, si, mais là vous avez des élèves en innovation, en marketing et en RSE. Voilà. Non, pas marketing. Et j'ai d'ailleurs précisément été recruté pour ça dans l'entreprise, pour conforter et renforcer en fait l'approche sociétale des mobilités qui est portée par le groupe Keolis. Alors, le groupe Keolis, c'est un grand groupe français, mais qui fait moitié de son chiffre d'affaires à l'international, dans environ 13 pays. On est opérateur de transport public par délégation de services publics, et donc on est partenaire d'autorités organisatrices qui sont en général des collectivités locales et qui veulent faire de la mobilité un levier d'attractivité, d'accessibilité, de décarbonation, mais aussi de développement économique de leur territoire. Alors le groupe, il compte, je crois que vous avez des... Ah non. 70 000. Voilà, vous avez quelques chiffres derrière. Près de 70 000 collaborateurs à travers le monde, donc 13 pays, essentiellement donc moitié du chiffre d'affaires en France, Europe du Nord, Amérique du Nord, Australie, Chine, Inde, et puis le Moyen-Orient. Donc voilà, une palette assez large en fait de localisation, et on exporte le savoir-faire français en matière de mobilité dans l'ensemble de ces pays. On exploite plus de 300 réseaux à travers le monde. On est expert de la multimodalité, c'est-à-dire qu'on exploite environ 13 modalités de transport. Alors on est leader du métro automatique, du tram, on exploite des bus, des cars, du vélo aussi, on a une filiale qui fait du vélo. On est leader en France sur le transport sanitaire, du transport de personnes à mobilité réduite, du TAD, voilà. Donc vous voyez à peu près toute la palette des modalités de transport à travers le monde. Je crois que je n'ai pas oublié beaucoup de chiffres dans ce que j'ai dit de tête. Un mot, vous dire que Keolis, c'est une entreprise engagée qui a une raison d'être. Nous imaginons et nous déployons des mobilités sûres et durables sur les territoires pour tous et chacun, avec un certain nombre d'enjeux. L'enjeu dans notre secteur, c'est quand même d'être en capacité de se différencier. Et c'est pour ça que la mobilité durable, c'est d'abord un enjeu commercial pour nous, parce qu'on l'a mis vraiment au cœur de notre projet d'entreprise, avec 3 leviers. Le levier d'une mobilité attentive à tous, pour un territoire proche de chacun. L'idée, c'est vraiment de rendre attractifs les réseaux de transport qu'on exploite. Il y a 2 façons, vous savez, de faire de la mobilité durable. La première, c'est de faire en sorte que les gens abandonnent leurs véhicules individuels et prennent les transports en commun. Et ça dépend quand même fortement de l'attractivité
et de l'accessibilité des réseaux de transport. Et c'est pour ça que c'est notre priorité première. Et puis la deuxième, c'est de décarboner ces modes de transport et notamment de s'engager fortement dans la transition énergétique. Et pour ça, on est conseil auprès des autorités organisatrices. C'est un peu notre difficulté. Voilà, en tant que directeur de la RSE, j'ai réussi à construire une trajectoire de réduction de notre empreinte carbone, mais elle dépend uniquement de la volonté demain des autorités organisatrices de changer en fait de motorisation, de carburant, de mode d'énergie dans la gestion en fait de leur réseau de transport sur les territoires. Et donc on a un rôle important d'influence et puis aussi de conseil, puisque on en reparlera je pense tout à l'heure. C'est aussi des métiers qui ont beaucoup évolué, qui sont très différents, des façons aussi de gérer ces réseaux de transport qui sont très différents. Et puis vous le voyez, le troisième enjeu, c'est celui du développement des territoires. En mobilité, la mobilité, elle ne sert pas juste à déplacer des gens d'un point A à un point B. La mobilité, elle structure un territoire, elle est nécessaire pour l'accès aux droits des personnes qui y habitent, elle est nécessaire pour le développement économique. Et donc on a fait de cet enjeu de développement et d'inclusion dans les écosystèmes locaux une priorité de notre groupe. Et tout ça, c'est rassemblé au sein d'un projet d'entreprise qui s'appelle Keolis Way, qui est conçu en fait comme une stratégie de développement durable autour de nos 4 parties prenantes principales, nos salariés, nos people, nos passagers, nos partenaires qui sont les autorités organisatrices et puis la planète. Le groupe Keolis est donc un opérateur de mobilité. Ça veut dire que vous ne possédez aucun des moyens de transport. Et vous pouvez nous expliquer quels sont vos clients, vos partenaires, comment cela fonctionne Exactement. Alors on possède quasiment pas en fait ni les infrastructures ni le matériel roulant en fait qu'on exploite, sauf dans certains cas et dans des réseaux de cars qui sont à caractère commerciaux dans les réseaux interurbains en France ou en Amérique du Nord par exemple. Nos clients, c'est les collectivités, donc les collectivités qui ont la compétence transport, donc les régions ou les métropoles, les établissements publics de coopération intercommunale, donc qui nous délèguent la gestion, la conception et la gestion de leur réseau de transport. Voilà. Et donc on a aujourd'hui, par exemple en France, on est le gestionnaire à Lille, à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, maintenant seulement sur le bus, puisque le métro est aujourd'hui exploité par la RATP, et dans tout un tas d'autres villes en France. Et donc je disais, on a des réseaux urbains et des réseaux interurbains, puisqu'on fait aussi le transport scolaire notamment, qui est opéré dans les départements. Alors, on va replonger un peu dans la technique. On va parler de décarbonation. Et Madame Chakri, je vais revenir vers vous sur le groupe La Poste. Alors, la décarbonation du transport, puisque c'est votre job, précisément, parlez-nous en quoi ça consiste, et notamment l'électrification. Alors, par exemple, déjà la décarbonation, que ce soit sur la longue distance et la moyenne distance, c'est pas pareil que le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, on va utiliser de l'électrification parce que l'autonomie du véhicule le permet. Avec un véhicule utilitaire léger électrique, on peut aller jusqu'à 200 km d'autonomie entre 2 rechargements. Et c'est pour ça qu'on utilise de l'électrification sur le dernier kilomètre. Et du coup, à quoi ça consiste ? Ça consiste à renouveler le parc et à installer des bornes de recharge, des IRVE, des installations de recharge rapide, pour gérer tout le plan de transport urbain du dernier kilomètre. Voilà. Et donc sur l'électrification, alors parce que le groupe La Poste effectivement possède un certain nombre de camions, comment que ça se passe ? Est-ce que c'est des nouveaux véhicules ? Est-ce que ce sont des véhicules qui sont adaptés, transformés ? Comment que ça se passe concrètement ? Alors concrètement, c'est des véhicules rétrofités, mais c'est aussi des véhicules neufs, parce que voilà.
on utilise quand même, on transforme quand même un grand pourcentage de notre flotte. Et du coup, aujourd'hui, il faut noter quand même à Paris, on est à 100% décarboné pour le dernier kilomètre. C'est-à-dire on est à 100% mobilité douce, que ce soit en électrique ou en vélo cargo. Et au niveau national, on est à peu près à 60% décarboné en électrique, que sur le dernier kilomètre. Parce que la moyenne et la longue distance, l'électrique ne le permet pas, parce que voilà, il y a de la recharge déjà. Et l'autonomie du véhicule, encore une fois, ne le permet pas. Donc, pour la moyenne et la longue distance, on favorise le biogaz, les biocarburants. Avec le biogaz, on peut aller jusqu'à 500 km entre 2 avitaillements. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler c'est essayer de compléter le réseau de stations existant à travers et travailler avec des énergéticiens, pour installer des stations à côté de nos sites et nos sites logistiques, c'est-à-dire nos plateformes industrielles courrier et nos plateformes colis. Et du coup, pour compléter le maillage existant de stations. Voilà. Et si on reste sur l'électrification de la flotte, donc il y a une multiplication de bornes qui sont installées par la Poste, ou c'est des infrastructures qui sont chez Actemium ou autres, c'est l'entreprise qui les développe? Alors, il y a 2 choses. Pour notre flotte en propre, c'est nous, on développe, du coup, on installe les bornes de recharge. Après, pour la sous-traitance, parce qu'on sous-traite beaucoup à la Poste, on demande aux transporteurs au moment de la contractualisation, on demande pour savoir s'il a déjà des bornes de recharge en entrepôt ou pas. Donc, on fait les deux. On installe des bornes de recharge, mais aussi on incite et on demande à nos transporteurs d'avoir des bornes de recharge. D'accord. Effectivement, l'électrification est donc un des moyens de décarbonation. Vous avez cité le biogaz. Je pense que, M. Domingos, vous pouvez nous en parler largement. Oui, justement. Alors, notre job, c'est effectivement ça. Hein. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir 2 utilisateurs finalement de véhicules au bio-GNV à côté de moi. Non, effectivement, l'impulsion favorable qui est donnée par la Poste est extrêmement importante, puisque déjà les prix en référence, puis vu finalement l'importance de cette entreprise. Nous, notre job, finalement, c'est de mutualiser des besoins publics et privés pour voir comment on arrive à s'inscrire dans un schéma local global pour pouvoir répondre favorablement à différents besoins. Donc, parfois, la Poste permet aussi à des petites entreprises. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les entreprises du transport routier de marchandises, il y a à peu près 82% des entreprises qui font moins de 150 personnes, donc quelques dizaines de véhicules. Et c'est vrai que des donneurs d'ordre comme la Poste, et aussi j'imagine Keolis, mais un peu moins, parce que là on est plutôt dans une logique de dépôt, va impulser sur un territoire finalement la possibilité d'intégrer des stations et de permettre aussi à des PME, à des petites entreprises de pouvoir convertir leur flotte. Donc ça, c'est des impulsions qui sont extrêmement importantes. Juste pour donner quelques chiffres comme ça, alors là on attend ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie 3e version, là, on est encore sur la 2e version. On prévoyait 54 000 poids lourds à l'horizon 2028, on est un petit peu en retard, il y a des questions, des textes européens qui aujourd'hui ouvrent un certain nombre d'enjeux, notamment l'arrêt du moteur thermique, c'est des sujets qu'on adresse actuellement, il y a des clauses de revoyure qui sont prévues, on y travaille et elles vont tomber cette année. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de stations, on a à peu près 350 stations publiques et à peu près un peu plus de stations privatives qui sont utilisées soit par un donneur d'ordre unique, comme Keolis ou la Poste sur certains sites, soit pour finalement une privative, soit pour une petite société de transport, une moyenne société de transport, soit parfois on a quelques transporteurs qui se mettent ensemble pour acheter leur outil finalement, contractualiser finalement un réseau de gaz, puisque le gaz est partout, finalement il est grâce au réseau, il est accessible à peu près partout. Le but, c'est de venir se connecter au réseau, de mettre une station avec un compresseur, un peu de stockage, et de pouvoir délivrer pour ses propres besoins ou finalement pour adresser un certain nombre de PME. Voilà, aujourd'hui, les perspectives, elles sont plutôt intéressantes aussi sur la partie production du biogaz, puisque je pense que ça pourra intégrer finalement un certain nombre de questions qu'on verra après. Mais finalement, la production de biométhane, on avait dans la PPE2 un objectif à 6 TWh
TWh. On est arrivé à 12 en 2024, c'était la cible. Aujourd'hui, on attend la PPE 3, mais on va devoir multiplier par 5 ce potentiel. Aujourd'hui, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, où là, l'État va définir en fait les objectifs de production d'énergie, les usages, les fléchages, et on va regarder effectivement aujourd'hui le biométhane. Lorsqu'on regarde d'un point de vue macro, c'est entre 3 et 4% de la consommation nationale. L'objectif, c'est d'atteindre 20% d'ici 2030, avec les différentes technologies que je citais tout à l'heure, mais je pense qu'on en reviendra lorsqu'on parlera des métiers qui peuvent être générés finalement par ces activités. Et juste pour le béotien que je suis en termes d'énergie, le biogaz, ça vient d'où? Alors le biogaz, c'est les 4 sources que je citais tout à l'heure. Donc il y a la méthanisation aujourd'hui. Alors très intéressant finalement d'ailleurs d'avoir évoqué finalement le bilan carbone des transports. Il faut aussi regarder les externalités positives. Aujourd'hui, moi je suis beaucoup en contact avec finalement le monde agricole justement par le biais de la méthanisation. Et aujourd'hui, la méthanisation, c'est le 3e poste derrière les transports et l'industrie d'émetteurs de gaz à effet de serre. Et finalement, aujourd'hui, de produire du biométhane, c'est une vraie solution pour les agriculteurs qui finalement vont prendre ces déchets, les mettre dans un digesteur, un peu comme l'estomac de la vache, et ça va générer du syngas au début, qui sera épuré, injecté. Ça produit aussi du bio-CO2 qu'on commence à valoriser, notamment dans des serres. Avec la photosynthèse, on va convertir finalement. Et tout ça, aujourd'hui, c'est la source principale à 95-96%. Mais on a derrière d'autres potentiels extrêmement intéressants. Moi, je suis un grand fan de la pyrogazéfication parce que ça traite des déchets solides qui sont enfouis aujourd'hui. Ça implique, aujourd'hui, on a une vingtaine de projets pilotes en France. C'est pas encore à un stade industrialisé, mais c'est un très gros potentiel de production qui pourra atteindre 90 à 180 TWh pour le territoire. Ça consiste en quoi? Alors là, du coup, je suis pas non plus scientifique ni ingénieur, mais en gros, en tous les cas, la pyrogazéfication, c'est de faire monter finalement ces déchets à une température de 600 à 800 degrés, de récupérer et de collecter tous les gaz qui sont émis. Donc on va émettre de l'hydrogène, du CO2, et par voie de conséquence, finalement, on peut recomposer du méthane de synthèse. On peut appeler parfois du e-méthane. Et là, pareil, on va pouvoir aussi récupérer du CO2, on va pouvoir récupérer directement de l'hydrogène. J'ai de grandes ambitions aussi pour l'hydrogène en France, pour l'hydrogène vert, mais pas forcément pour la mobilité ou le transport dans un premier temps. On a déjà aujourd'hui 27 TWh à couvrir pour le monde industriel avec de l'hydrogène. Donc là, c'est les cimentiers, c'est tout un tas d'industriels. Et il va falloir réussir à finalement trouver de verdir cet hydrogène. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, si on regarde de manière très pragmatique finalement la mobilité à l'hydrogène, ça revient à acheter du kilo hydrogène à la pompe entre 12 et 15 euros quand ça se passe bien. Et aujourd'hui, on est plus dans une espèce d'évaluation spéculative, plus que dans une réalité de terrain. Donc j'ose penser que ça pourrait être encore plus élevé. Donc aujourd'hui, le modèle de mobilité à l'hydrogène, sauf dans certains cas très localisés, pour des flottes captives autour de grands sites industriels comme à Dunkerque par exemple, ça peut avoir du sens. Pour le reste du territoire, c'est un petit peu tôt. Peut-être plus tard, je sais pas, 2040, 2045, où là, ça aura beaucoup plus de sens pour le coup. On reviendra peut-être sur le sujet de l'hydrogène, effectivement, qui est un sujet en soi. Monsieur Joly, là, on a parlé effectivement de camions, de bus, de trains. Et vous travaillez aussi sur la diversité des moyens de mobilité. Donc, vous citiez le projet Trapèze. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, parce qu'en fait, nous, une de nos interrogations en tant que fournisseur de solutions pour les exploitants d'infrastructures de transport, c'est quelles adaptations demain sur ces infrastructures pour répondre à ces nouveaux moyens de transport. Et on parlait effectivement du développement du métro, du bus, du tram, etc. Il y a un sujet aussi dans lequel on croit beaucoup, nous, qui est le covoiturage, parce que pour aller d'un point A à un point B, effectivement, il n'y a pas tout de suite un réseau de bus accessible, il n'y a pas tout de suite un réseau de métro. On doit aussi adresser toute la ruralité de la France sur ces sujets-là. Le covoiturage marche aussi dans des grandes régions. Et donc le projet de Trapèze, c'est un projet qu'on fait avec différents partenaires
donc une start-up qui s'appelle Ecov, avec Nokia Bell Labs également, et des entreprises de Vinci Énergie, accompagnées du CEREMA. Et l'objectif est, au travers de ce qu'on a pu voir apparaître aussi avec les JO, de voies réservées, de comment accompagner le développement du covoiturage et quel système d'information pour accompagner le développement du covoiturage, avec l'ambition, de la même façon qu'on crée des lignes de bus, de créer des lignes de covoiturage sur lesquelles on aurait des conducteurs et des passagers, et de faciliter l'interconnexion de ces lignes entre elles et l'interconnexion de ces lignes ensuite avec des moyens de transport plus lourds, pour justement avoir cet enjeu de ramener des gens soit vers des voies réservées au covoiturage, soit vers d'autres moyens de transport, type bus, tramway, etc., sur ces sujets-là. J'ai discuté par exemple avec des collègues en région lyonnaise, où le tramway s'est beaucoup développé et s'est beaucoup étendu, je pense que monsieur Combe connaît aussi le sujet, et qui me partageaient leur difficulté de dire en fait c'est super le tramway pour aller dans le centre de Lyon, ils ont créé des parkings relais aux extrémités, mais même les parkings relais débordent parce que tout le monde veut se rabattre sur le tramway. Et comment on fait finalement encore en amont de ça pour que finalement les gens se regroupent pour arriver jusqu'à ces moyens-là et avoir une transformation de bout en bout de nos usages. Et voilà, comment nous, en termes de fournisseurs de solutions, on peut faciliter cette mise en relation entre les usagers et entre les passagers et les conducteurs, avec toutes les questions que ça pose aussi de sécurité pour les usagers. Se monter dans la voiture d'un inconnu, ça se fait pas facilement en termes de. Donc il y a ces enjeux d'enrôlement des conducteurs, des passagers, de pouvoir assurer l'appairage entre chacun et d'avoir vraiment ces solutions d'intermodalité. Parce que pour aller d'un point A à un point B, il y a toujours des changements à faire. Entre des conducteurs, si on est sur du covoiturage, mais aussi ensuite avec les autres moyens de transport pour aller jusqu'à son point de destination. Et vous en êtes où donc dans ce projet? Il a démarré quand? Alors aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré en septembre 2024, septembre 2023, pardon. Avec un financement de la BPI, qui est porté par le pays ACAD, donc un projet d'investissement dans le cadre de France 2030, et donc avec un soutien financier de la BPI pour nous accompagner. Aujourd'hui, on en est à discuter avec différentes autorités organisatrices pour trouver un premier lieu d'expérimentation pour pouvoir pouvoir expérimenter un petit peu ces solutions et voir ce que ça peut donner autour de ces sujets. Si c'est pas indiscret, si vous avez déjà des premiers livrables qui apparaissent, concrètement, ça sera quoi? Ça sera une application? Alors, il y a à la fois effectivement un enjeu une application mobile côté conducteur et passager, et il y a aussi tout le volet plutôt exploitant infrastructure qui va être de pouvoir mesurer si tous les passagers et surtout tous les conducteurs, d'un point de vue gestionnaire d'infrastructure, si tous les conducteurs sont enregistrés, pouvoir aussi mesurer l'usage de ces lignes qui seront construites, entre guillemets, ça reste, on ne reconstruit pas des infrastructures, mais en tout cas, elles sont imaginées par rapport aux usages du territoire. Et l'idée aussi pour le gestionnaire d'infrastructure, c'est pour les conducteurs de pouvoir aller jusqu'à lui donner des consignes de vitesse ou des informations sur le trajet, pour éviter tout ce qui va être bouchon, effet accordéon, etc. Essayer de fluidifier au maximum ces usages-là et aller jusqu'à, connaissant un peu les trajets de tout le monde, sachant que quand il arrive à un point d'arrêt, le passager n'est peut-être pas là, mais s'il est là dans 1 minute, inviter aussi le conducteur à attendre 1 minute son passager qui arrive avant le véhicule suivant. Essayer vraiment d'optimiser cet usage de la voiture pour ramener les gens vers ensuite des usages plus lourds qu'ils vont trouver dans les métropoles et dans les agglomérations. Monsieur Combe, le groupe Keolis travaille aussi sur ce mix de mobilité possible. Comment vous abordez, vous, avec vos donneurs d'ordre, vos clients, cette question? Là-dessus, on est assez proactif. Vous avez sans doute entendu parler des services express régionaux métropolitains, les fameux RER métropolitains. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur les lignes de covoiturage. Pour nous, c'est extrêmement important puisque aujourd'hui, on peut plus penser en fait mobilité urbaine
sans l'inscrire dans un territoire beaucoup plus large. Et d'ailleurs, la loi nous y invite maintenant depuis une dizaine d'années environ. Et donc, ces services express régionaux métropolitains, l'idée, c'est de mettre effectivement en communication plusieurs modes de transport pour irriguer un territoire, et notamment pour concevoir des mobilités partagées qui permettent d'aller d'un centre urbain vers sa périphérie ou l'inverse. Et donc, on a beaucoup pensé au rail, et je pense que voilà, le rail reste le cœur de l'infrastructure, mais que pour des raisons de timing, pour des raisons aussi financières, on pense que la route peut être un bon moyen aussi de décarboner les transports du quotidien de la périphérie vers les centres-villes. Et donc nous, aujourd'hui, on porte l'idée qu'on peut mettre en place des services express routiers, donc des lignes de bus rapides, à haut niveau de service, complémentaires souvent. Et c'est l'expérimentation qu'on est en train de conduire notamment à Grenoble avec une société qui s'appelle Ecov de covoiturage, complémentaire de lignes de covoiturage, justement pour faire du rabattement, soit vers ces lignes, donc aller chercher des gens éloignés vers les lignes de car express, soit pour desservir des points que la ligne de car express ne desservirait pas. Et donc d'avoir vraiment une desserte fine pour pouvoir permettre des mobilités et offrir des mobilités partagées, notamment dans les zones moins denses. Et ensuite, l'enjeu, c'est le raccordement au réseau urbain, donc soit en cœur de ville, soit en périphérie, via un mode de transport urbain. Donc on parlait de bus, de tramway, de métro, mais toujours de penser en fait cette intermodalité physiquement, de faire en sorte que le voyage pour les passagers soit les plus fluides possibles, et donc construire des pôles d'échange multimodaux qui soient les plus adaptés, les plus accessibles possibles. Penser toujours, et ça c'est aussi notre façon de concevoir les réseaux de transport pour les personnes les plus fragiles. C'est-à-dire que quand vous concevez nativement un réseau totalement accessible à des personnes en situation de handicap, à des personnes âgées en perte d'autonomie ou autres, eh bien vous les concevez accessibles pour tout le monde. Et ça facilite en fait le voyage pour tout le monde et ça rend attractif pour tout le monde. Ça, c'est pour l'accessibilité physique. Et puis après, il y a tout ce qui relève de l'accompagnement du voyage et notamment de toutes les interfaces, on va dire, technologiques liées au voyage, donc les applications, notamment les applications Mobility as a Service, donc tout en un, qui vous permettent à la fois de calculer votre itinéraire, le meilleur itinéraire possible en fonction des différents modes de transport qui sont à votre disposition, avoir une billettique qui soit aussi là facile et accessible, pas avoir 50 billets de transport différents parce que vous allez prendre à chaque fois un mode de transport différent, mais vraiment une billettique et une tarification qui soit complètement intégrée, puis une tarification qui soit simple. Et puis enfin, c'est tout ce qui relève de l'information voyageur pour accompagner le passager. Donc c'est ça l'attractivité, et c'est ça qui permettra demain d'accélérer le report modal, c'est-à-dire l'abandon du véhicule individuel vers des modes de transport partagés. Et effectivement, le covoiturage en est un, mais nous, voilà, on prône aussi d'autres modes de transport, le bus, le car, le tram et le métro. Et puis enfin, ne pas oublier les mobilités actives, c'est-à-dire la marche et le vélo, puisque pour le coup, c'est des modes de transport ou des façons de se déplacer qui sont particulièrement décarbonées, qui en plus sont bonnes pour la santé. Une question plus globale. On parle de déserts médicaux, mais est-ce qu'il existe des déserts de mobilité en France ? Je ne sais pas, Monsieur Joly, Monsieur Combe, si vous travaillez sur cette question-là. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme désert de mobilité, ça existe. Mais bon. Si, la mobilité en zone rurale, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un sujet à part entière, parce qu'on a des territoires entiers dans lesquels il y a des communes dans lesquelles il n'y a aucun arrêt de transport en commun. Où voilà, on a des citoyens aujourd'hui, et c'est un vrai sujet, hein, d'égalité républicaine de territoires dans lesquels on n'a pas accès à des modes de transport partagés.
à la campagne, c'est 80% des trajets qui sont aujourd'hui faits en voiture individuelle. Donc ça vous dit l'ampleur de la tâche. Vous avez vu l'empreinte carbone de la mobilité en voiture à moteur thermique. Voilà, c'est un enjeu qui est extrêmement fort. On n'a pas toutes les solutions, on essaye d'innover pour trouver des solutions. Je parlais des services express régionaux métropolitains. On essaye de renforcer aujourd'hui le transport à la demande, notamment quand vous avez des métropoles qui sont très étendues, avec des zones moins denses dans lesquelles ça n'aurait pas de sens de construire des lignes régulières au regard de la densité de la population. On met en place ce qu'on appelle du transport à la demande, qui permet d'aller chercher très finement des personnes proches de leur domicile et de les rabattre ensuite vers les réseaux urbains. Voilà, moi je pense que demain on pourra, je l'espère, imaginer une mobilité autonome décarbonée aussi en zone rurale. La mobilité autonome, moi j'en suis convaincu, demain sera l'une des solutions pour permettre des services de mobilité partagés dans ces zones moins denses avec des horaires étendus. Vous parlez d'innovation. Alors, en termes de mix énergétique, est-ce qu'il y a vous avez évoqué tout à l'heure, M. Domingos, le sujet de l'hydrogène. Le sujet de l'hydrogène, est-ce qu'on a encore l'espoir d'avoir une source fantastique d'énergie pour les transports dans les prochaines décennies? Alors, aujourd'hui, je ne suis pas un expert de l'hydrogène, mais plutôt du bio-GNV, mais les cas je connais dans les grandes lignes. Effectivement, il y a des gisements d'hydrogène blanc qu'on regarde, qu'on imagine pouvoir exploiter, etc. Bon, j'appelle à un peu de vigilance quand même sur tout ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de retour d'expérience, etc. Nous, on a vraiment cette logique low-tech, en fait, avec le bio-GNV. On est sur des véhicules plutôt basiques, qui peuvent être autonomes. L'énergie du moteur n'est pas forcément une opposition, finalement, à l'automatisation des véhicules, et notamment, vous le suggériez tout à l'heure, sur les aspects de sécurité, notamment lorsqu'on est amené à utiliser des véhicules et que le covoiturage, aujourd'hui, on voit qu'il y a certains freins à cause de cette partie-là. Pour en revenir à l'hydrogène, aujourd'hui, il faut vraiment regarder les coûts. Est-ce que c'est accessible pour les entreprises? Est-ce que c'est accessible pour les ménages? Moi, je suis plutôt très intéressé finalement par le vecteur énergétique que constitue l'hydrogène. Ce que je disais tout à l'heure avec la méthanisation, le power to gas, finalement, on va avoir parfois des pics de production d'électricité renouvelable, de l'électrolyse. On produit de l'hydrogène, ça permet de stocker de l'électricité. Cet hydrogène, on peut l'utiliser soit directement dans l'industrie, soit on peut le combiner avec du CO2 pour en faire du méthane de synthèse qu'on pourrait injecter directement dans les réseaux existants. Ça peut aussi finalement servir des flottes captives, mais après il faut vraiment regarder tous les aspects. Moi je dis souvent, il y a trois aspects finalement pour l'émergence d'une solution. Il y a le cadre politique, réglementaire. Est-ce qu'on veut aller vers ces solutions? 2, est-ce que c'est accessible pour les gens qui sont utilisateurs de ces aspects-là? Et 3, est-ce que c'est industrialisable à une échelle qu'on attend? Nous, on creuse beaucoup, par exemple, la question du rétrofit des véhicules. Et d'ailleurs, on a inauguré notre premier car rétrofité au bio-GNV pas plus tard que la semaine dernière. On cherche à avoir finalement à accélérer. On cherche à créer une filière du rétrofit en France et plus largement en Europe. C'est un petit peu notre ambition. Et dans le cadre des travaux qu'on avait fait pour la loi de programmation énergie-climat, on avait demandé à l'État, est-ce qu'on pourrait convertir 600 000 véhicules utilitaires de 3,5 tonnes au bio-GNV. On avait fait les calculs. Et en fait, sur l'objectif global qui est prévu pour la France, à savoir une réduction de 15,8 millions de tonnes de CO2 pour les véhicules égaux ou inférieurs à 3,5 tonnes, en transformant 600 000 véhicules utilitaires de 3,5 tonnes, on atteignait déjà entre 3 et 4 millions de tonnes. On répondait à plus de 25% finalement de l'objectif global sur 600 000 véhicules sur un parc, en tous les cas si on considère tous les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes, sur un parc de 40 millions de véhicules en France. Voilà.
Donc aujourd'hui, oui, on a des solutions, on est plutôt sur des low-tech. On regarde, hein, il y avait la question aussi de l'intelligence artificielle. Alors nous, en tant que gazier, bien évidemment, on essaye de simplifier nos process de sécurisation finalement de l'ensemble du réseau de gaz, etc. Avec de l'IA. On essaye de regarder ça aussi sur les aspects de mobilité. On est très vigilant aussi sur l'énergie que ça consomme, parce qu'on est aussi sollicité finalement sur l'émergence de data centers. Et là-dessus aussi, je pense qu'il faut regarder les ACV. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant, de ne pas mettre trop d'IA là où on n'en a pas besoin. À partir du moment où on sait faire des choses de manière simple, c'est un petit peu la logique aussi qu'on a autour du bio-GNV. Nous, on récupère du gaz, c'est des effluents liquides, des champs, des déchets agricoles, etc. Et on est plutôt sur une logique plutôt assez simple, mais qui répond très favorablement, j'arrive pas à parler, sur des enjeux nationaux et internationaux. Monsieur Combe, dans votre titre, vous avez innovation. Et donc, quelles sont les innovations sur lesquelles travaille le groupe Keolis ? On parlait de... Alors, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce que, comme je vous l'ai dit, on a un grand réseau et que notre stratégie d'innovation, elle est vraiment fondée sur la mobilisation de l'intelligence collective. On est vraiment sur du bottom-up. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner les moyens à nos filiales de pouvoir créer et innover pour répondre à des besoins vraiment locaux. Donc, elles sont nombreuses, mais on a néanmoins des programmes au niveau du groupe sur l'intelligence artificielle. On a aussi cette vision d'utiliser l'intelligence artificielle que lorsque c'est nécessaire, utile, et qu'on a un retour, on va dire, sur investissement qui est assez clair, parce qu'on pourrait assez rapidement partir dans tous les sens. On l'utilise beaucoup en matière de maintenance prédictive. On l'utilise beaucoup en matière de sécurité, notamment tout ce qui est vidéo intelligente, pour s'assurer de la sécurité sur les voies, par exemple, de métro, en termes d'information voyageurs et de qualité, on va dire, de transport, pour pouvoir informer les voyageurs en temps réel de la charge, notamment dans les véhicules, que ce soit sur du rail ou sur du véhicule routier. En marketing, puisque j'ai la casquette aussi marketing, notamment dans la conception des réseaux de transport, donc en lien avec l'exploitation sur les bureaux d'études notamment, pour pouvoir là aussi optimiser en fait les services, notamment quand on conçoit un réseau de bus. Voilà, je vous donne autant d'exemples, mais en vrai c'est comme ça qu'on conçoit l'innovation chez nous, pour répondre à des besoins qui sont vraiment spécifiques. Et puis aujourd'hui on porte, je l'ai dit tout à l'heure, on a depuis plusieurs années maintenant investi dans les véhicules autonomes. On continue d'y croire. On a d'ailleurs un centre d'essai à Châteauroux, en partenariat avec plusieurs industriels sur le sujet. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plutôt des marchés, puisque la technologie devient quand même de plus en plus mature. Là, je pourrais vous en parler très longtemps, mais on arrive aujourd'hui à faire rouler dans des espaces urbains complexes des véhicules sans conducteur. Donc voilà, une autonomie de niveau 4. Pour ceux qui l'ont peut-être vu, l'année dernière, il y avait une expérimentation à Roland-Garros d'un acteur chinois, WeRide, pour ne pas le citer, mais qui était vraiment très impressionnante. Et donc, moi, je crois vraiment à l'avenir dans cette capacité à apporter du service pour les mobilités partagées autonomes. Et je pense qu'on va arriver à la fin. J'avais une dernière question je voulais finir sur cette question-là, sur la question des compétences. Madame Chakri, si vous avez quelque chose à nous dire, je crois que vous êtes aussi passée par les murs de cette école. Au groupe La Poste, si on veut travailler sur la mobilité durable, quels profils sont recherchés et quelles compétences sont recherchées ? Alors effectivement, je suis lauréate du SUSI, du master spécialisé QSE Strat. Et du coup, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une appétence et des compétences dans l'analyse énergétique, parce qu'on est trop dans la transition énergétique. Après, ce qu'on recherche également, c'est ce qu'on appelle la comptabilité carbone, parce qu'on est amené à fournir des bilans carbone à nos clients. Ils sont trop demandeurs par rapport à ça. Et d'ailleurs, là, on recherche des alternants, du coup. Et
Après, en termes de compétences, on est très demandeur de profil master 1, en tout cas, et ingénieur. Vous avez fait un master spécialisé QSE ici, et avant, vous aviez quoi comme formation ? 2 masters, un en chimie organique, rien à voir avec la décarbonation, mais bon, scientifique. C'est très très scientifique, c'était pour faire de la recherche après. Et puis j'ai un master développement durable, voilà, et QHSE. Merci. Sauf si vous voulez. Non, il y a Héloïse qui dit non. Je vais laisser la parole s'il y a des questions dans la salle. Alors, levez bien la main que je vous passe le micro. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ces riches échanges. J'avais une question sur les freins socioculturels. Je voulais savoir quels étaient aujourd'hui les freins socioculturels les plus importants qui freineraient la décarbonation des mobilités. Est-ce que, par exemple, c'est une question d'habitude ? Est-ce que c'est une question de manque de confiance par rapport aux infrastructures de transport ? Voilà. Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça ? Ma question aussi, elle s'insère dans un contexte où on remet en cause en partie les ZFE, les zones à faible émission. Voilà. Donc il est question de ça aussi en ce moment. Qui c'est qui se lance ? Un sujet sensible, les ZFE. Je peux essayer de me lancer. Non, mais pour rebondir sur ce qu'on disait, effectivement, je pense que d'un point de vue technique et technologique, moi, j'ai pas de doute qu'on avancera sur des sujets. Je reprends le cas du véhicule autonome. Je pense qu'on y viendra et on y viendra sûrement très vite. La vraie question, et je ne sais pas si je répondrai à la question, mais la vraie question est qu'est-ce qu'on va faire demain de ces technologies ? C'est-à-dire que si tout le monde rêve du véhicule autonome pour pouvoir aller de son point A à son point B tout seul dans sa voiture, en fait, la mobilité durable, on l'aura raté parce que le nombre de véhicules qui sera nécessaire pour transporter tout le monde, multiplié par les quantités de matière qu'il faudra, etc., le sujet, on aura raté notre enjeu de mobilité durable. Donc la vraie question aujourd'hui, effectivement, elle est très ouverte sur qu'est-ce que les gens auront envie en termes de changement et qu'est-ce qu'ils seront capables d'accepter en termes de changement et comment on les accompagnera. Et je pense voilà, il y a un vrai sujet entre autres autour du sujet du véhicule autonome qui pour moi fait partie de la solution de demain, d'accepter de se laisser conduire et l'enjeu de la sécurité comme on l'a aujourd'hui dans les transports en commun, dans les bus. Mais malgré tout, on est dans des infrastructures, on y travaille beaucoup, vidéo surveillée, avec des agents, avec des conducteurs, toujours une présence humaine. Demain, ce véhicule autonome posera aussi cette question-là. Alors, il y a de la vidéosurveillance, mais la présence humaine n'est plus là. Et donc, voilà, je pense que les freins, pour revenir à la question des freins, ils sont nombreux. Maintenant, c'est que par la promotion qu'on pourra faire de toutes les solutions qu'on pourra amener et la volonté aussi de chacun de prendre conscience des enjeux pour nous, pour la planète, pour demain, d'aller vers cette mobilité durable, quoi. Monsieur Combe. Non, mais ils sont effectivement extrêmement nombreux. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est vraiment la représentation en fait qu'on a de la voiture individuelle. C'est-à-dire que voilà, on a un système qui est construit sur une représentation selon laquelle le véhicule individuel, il apporte la liberté, c'est une forme de réussite sociale, et que derrière, voilà, en termes de réussir à faire passer de la voiture individuelle à un transport de mobilité partagé, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans un système démocratique. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans une dictature, donc on ne peut pas forcer les gens à prendre les transports en commun, quand bien même on aurait des transports qui seraient parfaits et qui desserviraient de façon homogène l'ensemble du territoire. Donc cette question de la représentation et de l'imaginaire collectif autour du véhicule, elle est importante. Je vous invite à aller regarder les travaux qui sont aujourd'hui conduits par un think tank qui s'appelle le Forum Vie Mobile, qui est un think tank qui dépend de la SNCF et qui a imaginé, qui aujourd'hui présente un système alternatif justement à la voiture et dire voilà, regardez, alors ça coûte un peu cher pour l'instant, mais c'est possible, il est possible d'imaginer des systèmes qui nous permettent de vivre bien dans les territoires avec des systèmes alternatifs à la voiture qui reposent sur un maillage
de rails, de routes, une utilisation aussi plus forte pour ceux qui le peuvent du vélo. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on essaye de projeter dans la réalité des systèmes qu'on pensait complètement loufoques il y a encore quelques années. C'est que le début du chemin, mais je pense que voilà, il y a quelque chose là d'intéressant qui nous permettra de transformer complètement nos habitudes demain. Une autre question ? Oui, bonjour, merci. Alors, effectivement, je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Joly. Merci d'avoir introduit le sujet. Mais il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé quand même, c'est le mot sobriété, qui est quand même essentiel dans le sujet dont on est en train de parler. Et c'est plus peut-être pour Madame Chakri et M. Combe en termes de stratégie. Comment vous intégrez cette notion ? Juste un exemple, est-ce qu'on a besoin du colis dès demain ? Donc en termes de sobriété d'usage, et pareil chez Keolis, en termes de stratégie, est-ce qu'il y a des réflexions autour de cette sobriété et comment ça peut se traduire concrètement ? La question n'est pas facile. Alors, la sobriété énergétique, nous, ça se traduit sur notre feuille de route, en tout cas. En utilisant des énergies qu'on appelle bas carbone. Et du coup, je pense que je vais laisser monsieur... Je complète. Ouais, exactement, pour répondre à la question. Non, mais effectivement, ça rejoint un peu... je pense qu'il y a une partie de la réponse dans votre question. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, la Poste en est un des acteurs, mais c'est effectivement le cas pour la plupart des entreprises de transport routier de marchandises. Aujourd'hui, on se rend compte que le chargement, on va livrer et on revient à vide. Donc, il y a énormément de kilomètres qui sont réalisés. Donc il y a déjà ce premier enjeu. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle est utilisée finalement pour réussir à optimiser les chargements en mutualisant finalement un certain nombre de donneurs d'ordre. Il me semble qu'il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment avec Carrefour et puis finalement tout un écosystème autour de cette idée-là qui consiste à déjà mieux charger les camions et mieux les utiliser. En tous les cas, optimiser la tonne kilomètre pour cette partie-là. Ensuite, vous en avez parlé aussi, c'est le délai de livraison. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on a besoin du colis Amazon 2 heures après notre commande ? Est-ce qu'on peut attendre notre bouquin 2 ou 3 jours si ça permet encore une fois de mieux rationaliser les transports. Très clairement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises autour de ça. Ça ralentit les promesses de on vous livre en 2 heures, etc. Je pense que ça rentre aussi dans l'inconscient collectif. Les gens sont prêts à attendre un peu plus, mais je pense qu'il y a des aspects différenciants qu'on pourrait mettre dans le mode de livraison quand on commande des choses qui seraient intéressantes de regarder. Mais en tous les cas, au-delà des aspects écologiques qui nous animent tous, je pense qu'il y a aussi des questions de rentabilité d'entreprise, et je peux vous dire que ces entreprises-là, en général, elles se battent pour optimiser au maximum les coûts de livraison. Donc, ils ont plutôt pour habitude d'essayer d'optimiser les flux et de bien charger leur véhicule. Mais bon. Attendez, rien ne peut s'entendre sans micro. J'arrive. La question, c'est que ça peut être aussi une question de sobriété économique. J'ai envie de dire, la sobriété, elle est partout, c'est vraiment un état d'esprit. Et nous qui sommes opérateurs, encore une fois, de services publics, étant nos clients, les collectivités, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la sobriété, elle s'impose à nous, parce qu'il n'y a plus d'argent public, et pourtant, on doit faire toujours plus, en fait, et amener toujours plus de services. Donc nous, ça nous demande vraiment, aujourd'hui, et notamment, voilà, je le vois sur le marketing, dans la conception en fait, de l'offre, une gymnastique qu'on n'avait pas encore il y a 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, on est obligé de concevoir autrement nos réseaux de transport qui, historiquement, étaient plutôt conçus, en tout cas en volume, sur ce qu'on appelait la pointe. Et aujourd'hui, on essaye d'imaginer en fait, les choses différemment, d'adapter en fait, justement cette offre de service, d'étaler la pointe, d'imaginer vraiment la réponse aux besoins au plus proche vraiment du besoin du territoire. C'est l'objectif aussi du transport à la demande.
On va dire ça coûte beaucoup plus cher aux passagers, mais ça coûtera toujours moins cher, encore une fois, qu'une ligne régulière sur un territoire en zone moins dense. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment dans notre obsession, c'est vraiment cette maîtrise-là et cette sobriété économique qui nous est imposée de toute façon par nos clients. Et puis après, je vous disais, c'est un état d'esprit parce qu'on la vit au quotidien dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, le métier des transports publics, c'est un métier de centimier. Donc on est bien obligé vraiment de maîtriser. Et on le fait vraiment sur tout. Sobriété, c'est aussi l'eau. Vous voyez, on est gestionnaire de trams. Vous avez des belles plateformes engazonnées partout. Eh bien, aujourd'hui, on travaille à optimiser l'usage de l'eau sur ces plateformes, à choisir les espèces de pelouse qu'on plante sur les plateformes, à recycler l'eau, à imaginer une façon de capter l'eau de pluie aussi. Voilà. Bref, tout ça, c'est tous ces petits gestes-là qui, mis bout à bout, font finalement la différence sur des réseaux comme les nôtres, qui sont quand même extrêmement importants. Merci. Je pense qu'on va en rester là. Oui, on a d'autres questions dans la salle. Cependant, on va devoir arrêter la diffusion en live. Cependant, ces tables rondes et interférences, c'est vraiment la plus-value. On continue les discussions en face à face, juste à côté. Donc, vous gardez bien vos questions, les personnes qui aiment là. Et puis, les intervenants seront là, évidemment, pour répondre à vos questions juste à côté dans quelques instants. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis à travers l'écran. Merci à nos intervenants, Monsieur Guillemot, animateur, Monsieur Itani, qui a fait cette introduction. On vous retrouve très bientôt, donc le mois prochain, avec une nouvelle thématique sur les RH 2035, innover pour une fonction RH augmentée. Donc on vous attend nombreux, évidemment, avec grand plaisir, soit en présentiel, soit à distance. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Merci. Au revoir.